Bonjour Gilles. Bonjour. Ah, tout fonctionne bien cette fois-ci, directement. Tu vas bien? Oui, bien sûr. Eh bien Gilles, on se demandait, là à l'instant, on a fait un rapide tour, des sujets, principaux de ce week-end et on a eu 2 sujets, sécurité. Alors, on va commencer avec ça avec toi puisque tu es aussi, spécialiste, des questions, de sécurité, de sûreté, de police. Heu, Comment ça se fait qu'on puisse tabasser, des policiers et relâcher tout le monde le lendemain? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas nos policiers n'arrivent pas à ouvrir un iPhone de manière simple? Les Brésiliens s'étonnent, après la disparition de ce jeune homme, des lenteurs des enquêteurs français. Alors, pour ce qui est des policiers, la France est un pays très procédurier. Donc, vous avez une série de procédures qui sont appliquées de manière relativement automatique par les juges. Et donc, la manière dont va être qualifié l'événement qui a été filmé va justifier le fait que l'on maintienne en détention les personnes ou qu'on les convoque pour se représenter devant une formation devant le tribunal, une formation de jugement quelconque. En fait, c'est une question de dénomination. À partir du moment où les juges vont considérer, ou le procureur, puisque là, c'est le procureur qui est directement dépendant, du garde des sceaux. À partir du moment où il va considérer qu'il s'agit d'un délit mineur, les personnes vont être conduites à être libérées et devoir se représenter. Alors, il y a toujours, dans la loi française, la question du trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait quelque chose qui n'est pas extrêmement grave, mais dont le juge peut considérer que vous remettre en liberté une fois que vous avez fait cela, c'est créer un trouble à l'ordre public. Et donc, on vous maintient, non pas pour la gravité de ce que vous avez fait, mais pour son aspect symbolique et le risque de trouble C'est à arrivé l'ordre avec public. pour quelques gilets jaunes. C'est C'est arrivé pour arrivé, quelques gilets jaunes. bien sûr, mais c'est arrivé pour énormément de gens dans de très nombreuses situations. Mais là, ça n'a pas été retenu de manière curieuse. C'est probablement parce qu'il n'y a pas de place disponible. Donc c'est tout. Le seul problème en vérité, ce serait de la place disponible ou pas disponible. Vous savez, il y a des endroits où, lorsque vous êtes condamné à 1 an de prison ferme ou moins, en fonction des places disponibles, on vous renvoie chez vous en disant que vous êtes dispensé. Alors, vous savez ce qu'il faut faire pour avoir 1 an ferme? Il faut faire beaucoup de choses, très graves, pour avoir 1 an de prison ferme. Mais les prisons sont pleines. Alors, le problème que nous avons, ça n'est pas, le fait que les juges soient laxistes, ça n'est pas le fait que nous n'avons pas assez de places de prison. La France était un des pays où on emprisonnait le moins il y a 50 ans et qui avait des résultats très bons, en termes de délinquance et ensuite, des résultats meilleurs en termes de criminalité. Mais c'est la déliquescence de la société qui conduit à un tel sentiment d'impunité que toutes sortes d'actes délictueux, criminels, toutes sortes d'infractions sont commis en permanence et donc on ne peut plus tout condamner. Il faut comprendre que la police, la justice, ce sont des affaires de communication. Prenons un exemple, heu, la Pologne ou l'Espagne des années 70 ont entre 30 et 40 millions d'habitants, dictature d'extrême gauche d'un côté, dictature d'extrême droite de l'autre. Ils ont 6 à 7 millions de personnes qui sont liées
à la police, l'armée, les services de renseignement et les services de surveillance. Vous voyez bien que là, ce n'est pas de la communication, c'est de la police. Mais le problème, c'est que ces deux pays sont économiquement exsangues, puisque tout ce qui est produit sert à financer cette surveillance. Si vous prenez la France, nous avons près de 70 millions d'habitants. Nous avons un peu moins de 100 000 gendarmes, un peu moins de 150 000 policiers. Il faut 8 policiers pour avoir un policier dans la rue, parce qu'il y a les vacances, le fait que les policiers ne travaillent pas 24 heures sur 24, et il y a des gens qui sont malades, ça existe partout. Il en faut 4,5 pour avoir un gendarme dehors, parce que les gendarmes, ils habitent dans la gendarmerie. Donc ils peuvent sortir s'il y a un incident à tout instant, mettre leur uniforme et être sur le terrain. Et donc, avec moins de 150 000 policiers, si vous en avez que 1 sur 8 qui va être dehors, et avec moins de 100 000 gendarmes, si vous en avez que 1 sur 4,5 qui va être dehors, vous imaginez combien on peut mettre simultanément de gendarmes et de policiers au même moment dehors face à globalement 70 millions d'habitants. C'est inconsistant, c'est rien du tout. Ou bien la société croit en ses valeurs, ou bien la société a peur du gendarme et alors elle se régule, ou bien la société cesse d'avoir peur du gendarme et ça n'est pas les 20 000 gendarmes ou les 18 000 policiers qui, en temps réel, vont être capables de domestiquer des millions de gens qui seront décidés à ne pas respecter les règles, soit dans un but révolutionnaire, ça existe en France de temps en temps, soit dans un but délictuel, ça existe dans certains de nos quartiers. Vous êtes, comme tous les autres, conduits à voir chaque matin la liste des personnes qui ont été tuées sur un point de deal. Bon, vous vous dites, mais c'est quand même incroyable. On sait l'endroit où se passe le deal, on sait que on va vendre de la drogue, on va acheter de la drogue, et pour des raisons de concurrence, le groupe qui ne tient pas le point va essayer de tuer ceux qui tiennent le point pour prendre la place. Donc on le sait. Et pourquoi on ne fait rien? Mais ne croyez pas que les dirigeants de la police ou de la justice se disent « Oh, bon, qu'ils se tuent entre eux, ils seront moins nombreux ». Il y a toujours des gens pour penser ça. Mais ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Je vous rappelle que Bruxelles exige 3% de déficit maximum, un chiffre un jour tracé sur un coin de table à Bercy lors d'une négociation, dont on ne sait pas ce qu'il représente comme intérêt, mais dont on sait ce qu'il conduit à faire du point de vue de la déréliction des services publics. Donc, vous avez une société dans laquelle on a renoncé à l'ordre parce que on a renoncé à la puissance de l'État. Donc, une société où s'installe un tel désordre que les moyens matériels dont on dispose ne permettent pas de le combattre. Ils permettent de le voir, parce que vous voyez qu'on a des moyens techniques de plus en plus sophistiqués. On peut sans difficulté présenter à des millions de gens des crimes, des délits, des infractions commis. Les réseaux sociaux en sont pleins, mais on ne sait plus les arrêter, alors les prévenir. Oui, mais là, on a quand même un cas particulier. Ce sont quand même, des policiers qui sont, lynchés. Je disais avec des coups à la tête à une personne Hors qui a service. osé. Ils sont hors service, ils ne sont pas en tenue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnaissables. Ils ont été reconnus par les délinquants, mais ils ne sont pas en tenue, ils ne sont pas en fonction. Oui, mais peu importe, ils sont quand même reconnus par des délinquants, Du donc point de vue de la agressés en loi tant que policiers, du du point de point vue de de vue la de loi l'État, du ils point de vue de la loi, on ne peut pas dire peu importe. Ça n'est pas du tout pareil d'être un policier en tenue investi de l'autorité de l'État
et d'être un policier hors service reconnu par un délinquant. C'est un autre type de loi, de texte qui s'applique. Ce n'est pas la même chose. Ils auraient été en tenue, ils auraient été attaqués, les textes n'étaient pas les mêmes. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je vous dis, les textes n'étaient pas les mêmes. Alors, on se disait que les polices d'autres pays, comme le Japon, la Russie, l'Algérie ou les États-Unis, en tenue ou pas en tenue, la réaction, du pouvoir public serait tout à fait différente. Il y a eu en France une manière expéditive de traiter les affaires de police et de justice pendant la guerre d'Algérie, qui a produit un nombre d'excès, d'erreurs judiciaires et de tortures qui ont touché très profondément la société française et qui ont fait que celle-ci s'est mise à développer à l'extrême toute une série de protections pour les justiciables pour éviter de retomber dans ces excès absolument coupables de l'époque de la guerre d'Algérie. Et en retour, on est allé parfois un peu loin, peut-être trop loin, c'est-à-dire qu'on a donné au justiciable qui peut être coupable toutes sortes de capacités d'échapper au dispositif judiciaire, considérant qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent assassiné du temps de la peine de mort ou enfermé. Alors, le résultat a été que la France a un système très protecteur pour les justiciables, ce qui est une bonne chose en soi. Le problème, c'est que cela s'est passé simultanément avec la perte de capacité de l'État de faire régner l'ordre. Dans une société où régnerait l'ordre, le fait que le justiciable ait tous les droits possibles, c'est un élément tout à fait positif. Mais le fait que dans une société où s'installe un désordre parce que l'État n'est plus capable de le faire régner, alors cela donne une combinaison qui est celle que nous voyons, c'est-à-dire que cela renforce le désordre et donne le sentiment que la justice et la police ne font pas leur travail. D'autant que vous notez que lorsque le Rassemblement national ne vole pas 1 euro, mais utilise les fonds qui lui sont confiés par le Parlement européen pour faire que ses assistants ne soient pas au Parlement européen, mais auprès de leurs députés lorsqu'ils se trouvent sur le terrain, eh bien, cela, c'est condamné par la justice française et extrêmement sévèrement. Il vaut mieux s'en prendre à un policier que de faire que l'attribution dans les activités de votre parti des sommes qui lui sont allouées ne soient pas celles qui sont prévues par Bruxelles dans une vision extraordinairement tatillonne. Mais c'est quand même une question d'ordre politique, parce qu'il y a des réactions, je vois, très négatives. Ici, justement, Gilles Rémy a parlé des problèmes de tabassage de maghrébins, et que ça a conduit à ce à quoi ça a conduit, en particulier en 61. Mais, quand il s'est agi des gilets jaunes, il y en a plusieurs qui ont réagi ici. Et effectivement, quand il y a eu la révolte des gilets jaunes, tout à coup, la police, comme la justice, ont été moins laxistes. Il n'a pas semblé manquer de moyens ni de places de prison, ni de comparution immédiate, ni de alors que des gens qui n'avaient aucun casier judiciaire pour la plupart d'entre eux, à un niveau quand même, si je ne me trompe pas, c'est 12 000 arrestations, 3 000 comparaisons immédiates, plus de 1 000 personnes qui ont fini, en prison, très rapidement, des centaines de blessés graves. Heu, Là, c'est un fait, politique. C'est-à-dire que le pouvoir politique a décidé de faire cela. Donc quand il veut, C'est il un peut, fait non? juridique. Il faut voir que la justice est cadrée par des circulaires, par des règles. Le garde des Sceaux dirige les opérations de tout ce qui est les systèmes des procureurs. C'est pas les juges
dit du siège, c'est-à-dire le juge qui va juger lors du procès qui est indépendant, c'est un magistrat qui est le procureur qui n'est pas indépendant, qui agit sur ordre du gouvernement. Or, le garde des Sceaux a produit une circulaire qui a donc valeur juridique et qui indique que lorsqu'il y a des manifestations de gilets jaunes, les personnes qui sont prises avec un gilet jaune doivent être retenues le plus longtemps possible par les forces de police et de justice, et en utilisant l'ensemble des facultés que permet le Code de procédure pénale, y compris si l'on ne voit rien à reprocher aux personnes retenues. On utilisera toutes les facultés permises par la loi pour les garder le plus longtemps possible et les faire comparaître même si l'on n'a rien à leur reprocher. C'est écrit dans une circulaire et donc si vous êtes un magistrat, vous êtes obligé de le faire. Donc vous voyez là, ça n'est pas les magistrats qui ne sont pas gentils, ça n'est pas le magistrat qui a C'est accepté de une faire décision quelque politique. chose hier qui va faire le contraire demain. C'est une politique d'État, c'est une volonté de créer une situation qui est en dehors du droit commun, mais c'est dans cette circulaire donné au nom de l'ordre public. Vous savez, l'ordre public, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. On a vu qu'il n'a pas été utilisé à Nice, il pourrait être utilisé ailleurs. Donc, en général, ce qui apparaît comme des problèmes de la police et de la justice, ce sont des problèmes de gouvernement, des problèmes politiques. Et le cœur du malheur français, c'est la faiblesse et la soumission des dirigeants. Le poisson pourrit par la tête, mais là, c'est la faiblesse et la soumission qui créent tous ces malheurs. Vous avez évoqué des questions internationales. Comment ne pas voir la faiblesse absolue de nos dirigeants face aux États-Unis, la faiblesse absolue de nos dirigeants face aux délinquants, la faiblesse absolue de nos dirigeants face à Bruxelles, et ils font des choses extraordinairement contradictoires que vous avez pointées sur la question de la Syrie, parce que le problème, c'est que lorsque l'on est faible, on a des injonctions contradictoires de ceux que vous avez accepté de servir, et qui ne sont pas le peuple français, et eh bien, on fait ce que chacun veut. Donc, les Américains veulent qu'on retourne en Syrie pour faire plaisir au nouveau régime qu'ils ont patronné, même si c'est Daesh, on retourne. L'Union européenne veut que l'on fasse telle ou telle chose, on fait telle ou telle chose. Donc, il faut voir là que la France, contrairement à l'Allemagne, par exemple, a des gouvernants, et c'est pas un parti, c'est des gouvernants sur une longue distance, qui sont d'une faiblesse absolument incroyable. L'Allemagne exige, la France obtempère. Bruxelles exige, la France obtempère. Washington exige, la France obtempère. Les mafias exigent, on a du mal à dire non. On ne dit pas officiellement oui non plus, c'est pas la fin du monde, mais on voit bien la difficulté. Et alors, je vais terminer en disant une chose, c'est que ce qui a transformé le fait qu'on a donné de plus en plus de possibilités aux justiciables pour faire éclater la vérité et éviter les erreurs judiciaires, ce qui fait que ce fait s'est transformé en une porte ouverte à un laxisme judiciaire, c'est l'immigration incontrôlée. C'est tout simple. Victor Hugo nous dit, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Alors, on peut comprendre que quand on ouvre nos frontières à des centaines de milliers de personnes qui viennent de zones dans lesquelles l'État a disparu, donc dans lesquelles l'école n'existe pas. Par exemple, si vous prenez le cas des Afghans, vous avez près d'un tiers d'entre eux qui ne savent pas écrire leur propre langue. Eh bien, vous créez des conditions qui sont celles de l'école fermée et la prison ouverte
comme disait Victor Hugo. Mais on n'a pas ouvert les prisons au même rythme qu'on a ouvert les frontières. Et si vous regardez la population carcérale ou bien les peines qui ont été attribuées par les tribunaux, vous voyez que nous sommes globalement au-delà de 2/3 qui sont attribués à des personnes qui sont issues de l'immigration pour l'INSEE, c'est-à-dire nées étrangères dans un pays étranger. Et si vous étendez ça à la génération suivante, les chiffres sont un peu plus parlants encore. Donc, on choisit, pour des raisons économiques, pour faire baisser les salaires, de faire venir massivement une immigration de pays à bas coût de main-d'œuvre. Mais s'ils ont des bas coûts de main-d'œuvre, c'est parce qu'ils ont des États inexistants et que ces gens qui ont connu un parcours migratoire terrible sont prêts à accepter n'importe quoi. Oui, ils sont prêts à accepter n'importe quoi, mais ils n'ont pas notre même notion, je dirais, d'un savoir-vivre minimum. Et donc, si vous regardez, par exemple, vous voyez qu'en France, il y a des attaques au couteau tous les jours et que très rares sont les personnes dont les grands-parents sont français qui font des attaques au couteau. Passons, puisqu'on parle de politique et de leur capacité d'agir ou de pas agir en fonction des directives, soit de Washington, soit de l'Union européenne. Nous avons un nouveau Premier ministre, Oui, Habemus Papam, oui, oui. Bayrou, voilà, qui a enfin Alors, accédé à là où il voulait accéder ou quasiment. D'après vous, que va faire François Bayrou? Va-t-il sauver la France comme il l'espère, puisqu'il a même cité Henri IV? Ce qui et bon, ce qui donne l'hubris du personnage, et qui va faire comme lui, sauver la France. je ne suis pas Madame Soleil, même si on m'avait donné son bureau quand je suis arrivé à Europe 1 il y a quelques années. Mais euh, en revanche, on peut voir que nous sommes en face d'un phénomène curieux qui n'existe dans aucune démocratie occidentale. Dans une démocratie occidentale, le président choisit le Premier ministre, mais pas selon son cœur. Il choisit le Premier ministre dans le groupe ou dans la coalition qui a le plus de députés. En France, si on veut prendre le parti qui a le plus de députés, nous avons le Rassemblement national. Si on veut prendre la coalition qui a le plus de députés, nous avons le Nouveau Front populaire. Donc, le président avait la possibilité soit de se tourner vers l'animateur de la campagne du parti qui a recueilli 13 millions de voix avec ses alliés, c'est-à-dire Jordan Bardella, et lui demander de former un gouvernement. Si Jordan Bardella ne réussit pas à former un gouvernement qui peut avoir la majorité, à ce moment-là, il remet au président sa démission avant même de s'être présenté devant l'Assemblée. Et le président se tourne vers le Nouveau Front populaire et demande à Madame Lucie Castet de former un gouvernement. Celle-ci peut former un gouvernement, elle peut se présenter devant les députés et avoir une politique suffisamment habile pour obtenir suffisamment d'abstention, de refus de vote et de présence à la buvette pour faire que son gouvernement ne sera pas renversé. Elle peut ou elle ne peut pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, la règle, c'était de demander à Madame Castet de le faire. Il ne l'a pas fait, ça ne lui plaisait pas. Madame Castet n'était pas dans ses tablettes. Bon. Et le résultat, c'est qu'il y a 3 forces. Les gagnants en termes de voix, c'est le Rassemblement national et M. Ciotti. Les gagnants en termes de coalition de sièges et de second tour, c'est le Nouveau Front populaire. Il y a une chose qui est absolument pas douteuse, c'est que les perdants, ceux à qui les Français ont dit vous, on ne vous veut plus, c'est le groupe central autour d'Emmanuel Macron. Or, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron considère que c'est dans ce vivier merveilleux
que peut sortir le Premier ministre qui va sauver le pays. Alors, on peut tout de suite lui dire que ça, ce n'est pas possible. Comme l'indiquait Le Figaro, qui n'est pas un brûlot gauchiste ni fasciste, on ne peut pas être à la fois le poison et l'antidote. Donc, lorsqu'on a été battu aux élections, on est obligé de se tourner vers les gagnants, quels que soient les gagnants, qu'ils vous plaisent ou pas. Qu'il y ait deux gagnants, on se tourne vers l'un puis vers l'autre, mais on ne peut pas dire, eh bien, les perdants vont reprendre la main, puisqu'Emmanuel Macron a dit aux journalistes qu'il allait reprendre la main grâce au nouveau Premier ministre. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, puisque toute la presse vous dit que François Bayrou lui a tordu le bras en disant maintenant c'est moi ou bien j'organise Armageddon ou à peu près. Donc François Bayrou est là, il a des problèmes insurmontables. Prenez par exemple la question de Bruno Retailleau. C'est le ministre qui est apparu comme efficace, sérieux et crédible dans le gouvernement de Michel Barnier. On peut penser qu'il a fait surtout de la communication, mais comme on l'a vu plus tôt, l'ordre public, c'est de la communication. À partir du moment où tout le monde pense que s'il fait une bêtise, il va prendre un coup sur la tête, eh ben, beaucoup de gens qui auraient fait une bêtise réfléchissent. Donc Bruno Retailleau a fait une bonne politique sécuritaire en faisant une grande politique de communication. Il n'a pas pu aller beaucoup plus loin, il n'a pas eu le temps d'organiser autre chose. Mais donc, pour les Français, Bruno Retailleau, c'est l'efficacité dans un domaine qui leur paraît tout à fait important, qui est la sûreté publique, qui est la première des libertés. La gauche ne veut pas en entendre parler. Bruno Retailleau présent au gouvernement, la gauche refusera tout accord. Bon. Mais la droite, elle dit si Bruno Retailleau n'est pas là, nous, pas d'accord. Et les sondages que l'on va s'empresser de faire dans les heures qui viennent nous diront un gouvernement sans Bruno Retailleau, alors non, là, vraiment, c'est le champagne sans alcool. Donc, champagne, n'exagérons rien, Beaujolais nouveau sans alcool. Et donc ça, c'est pas très facile à surmonter. Hein, et il ne peut pas faire un ministère de l'Intérieur à deux têtes avec Bruno Retailleau et Éric Coquerel. Donc ça va pas marcher. Et pour une raison, c'est parce que les Français se sont prononcés sur un point. Macron, c'est non. Ils n'ont pas exactement dit qu'ils donnaient la majorité absolue à Madame Le Pen, et ils n'ont pas exactement dit qu'ils donnaient la majorité absolue au nouveau Front populaire, mais ils ont dit à la majorité absolue, Macron, c'est non. Or, comme c'est lui qui veut reprendre la main à travers ce nouveau Premier ministre, même en débauchant des socialistes, qui en principe sont là pour ça va être extraordinairement difficile dans la durée, ou bien François Bayrou peut faire quelque chose qui est une possibilité de trouver un accord de tout le monde pour ne rien faire, donc ne rien condamner, ne rien opérer, ne pas bouger. Si on ne fait rien, pas de 49.3. Si on ne fait rien, pas de censure. Si on ne fait rien, pas de grand malheur. Et si on ne fait rien, ça veut dire que c'est Bruxelles qui gouverne directement, ce qui est le point de vue de François Bayrou, qui est un fédéraliste européen qui souhaite mettre fin à l'exception française et au fait que le peuple français, pour un oui, pour un non, prétend donner son avis sur une chose ou sur une autre, même si quand il le donne, on fait le contraire. Donc c'est bien là où on en est, c'est, le faire avancer le fédéralisme européen, ce sur quoi, une bonne partie de la classe politique, est d'accord. Profiter de Non, la situation pour, laisser les choses filer et dans cette direction, comme le souhaite la Commission européenne.
on est en face d'une faiblesse extrême et il se peut qu'à la fin, un accord soit trouvé sur l'idée de ne rien faire. Mais ne rien faire, à un moment où la France est dans la situation qu'elle connaît, c'est vraiment effondrer le pays. Il faut agir. La seule chose possible à faire, du point de vue de la raison, heu c'est de donner la parole aux Français. Alain Gérard Slama dit dans Le Figaro: «Le gouvernement Bayrou, s'il arrive à le constituer, ce sera un gouvernement dont la caractéristique principale sera de rejeter le vote des catégories populaires, de rejeter le vote de la majorité des Français». C'est la stratégie de l'extrême centre et il dit: «Cela aura un effet automatique, la radicalisation de la majorité des Français, soit vers la France insoumise, soit vers le Rassemblement national. Mais de toute façon, ils ont déjà dit non à cet extrême centre. Celui-ci, ayant perdu les élections, veut s'imposer à la force des moyens techniques et des rues réelles. Cela ne fera qu'aggraver la situation. Alors si, comme un certain nombre de gazettes le laissent entendre, Emmanuel Macron s'interroge sur l'article 16, cela ne fera qu'aggraver les choses, parce que l'article 16 n'est pas du tout fait pour des situations de ce genre, et il n'est pas fait pour engendrer un apprenti dictateur, il est fait pour sauver le pays dans des circonstances très difficiles. Je vous rappelle qu'il n'a été utilisé qu'une seule fois par le général de Gaulle qui disposait d'une très grande confiance des Français et c'était parce que une junte s'était installée à Alger et que déjà 4 départements français reconnaissaient la junte comme leur seul gouvernement et qu'une partie des forces armées s'était ralliée à la junte. Donc là, on voit bien que la situation est périlleuse. Ça n'était pas parce que le Parlement ne veut pas de son ami ennemi Bayrou. L'impression qu'on a en regardant la classe politique, qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux, de télévision, c'est de voir une nuée de lucioles hallucinées qui parlent de sujets qui, heu, semblent secondaires au regard de l'état où est la France. Comme, vous venez de le dire, heu, les questions d'industrialisation n'ont pas l'air d'être le sujet principal aujourd'hui. La souveraineté énergétique, qui à un moment, a été un sujet à l'Assemblée nationale, semble être complètement sorti du radar des députés. Le Les capacités même que le pays puisse fonctionner, produire, ne semblent pas les intéresser. Ce qui semble les intéresser, c'est, le microcosme dans lequel ils sont, heu, mais en continuant comme ça, le pays va leur péter dans les mains. S'ils Alors, ne donnent pas la parole au peuple comme vous le proposiez, ça va craquer. j'ai été frappé par un propos de la journaliste Michel Cotta, qui est une journaliste d'expérience et euh, à qui l'on évoquait l'instabilité de la quatrième République et l'instabilité actuelle française qui ressemble un peu à celle de la quatrième République. Et Michel Cotta dit oui, mais à l'époque, le personnel politique était d'un autre niveau. Et si vous regardez à quoi ressemblait le personnel politique de cette époque, vous voyez qu'institutionnellement, la quatrième République était instable. Mais vous voyez que la qualité des responsables politiques qui sortaient de la guerre et essentiellement de la résistance était une qualité sans commune mesure avec celles qu'elles sont aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez les 12 ans de quatrième République, euh, avec les dizaines de gouvernements qui se sont succédés, vous avez quand même un pays qui s'est reconstruit. La reconstruction, l'essentiel de la reconstruction française s'est fait entre 46 et 58, et c'est la quatrième République qui a reconstruit le pays malgré une instabilité institutionnelle. La qualité de l'État, la qualité des personnels politiques et des personnels
administratif a permis de reconstruire le pays. Aujourd'hui, la qualité du personnel politique, elle n'est pas au rendez-vous. Vous les écoutez, ils n'ont rien à vous dire sur les sujets clés. Alors, il y a les marottes, mais elles changent. La souveraineté sanitaire. Bon, la marotte change, bon, hop, exit de l'Iprane. Ensuite, la marotte changera. C'est la défense européenne. Et puis évidemment, comme de toute façon ça n'existe pas, parce que en dehors des Français et des Anglais, personne ne met d'argent dans les affaires de défense. Ces pays préfèrent avoir des beaux budgets et que mettre leur argent dans des affaires de défense, puisqu'ils ont choisi d'être sous le parapluie de l'oncle Sam. L'Allemagne réarme, pourtant. L'Allemagne annonce qu'elle réarme. Attention, ne pas confondre les annonces et la réalité. Si l'Allemagne réarmait vraiment, elle achèterait des centaines et des centaines d'avions, de chars aux États-Unis tout de suite, maintenant. Ça, ce serait réarmer. L'Allemagne annonce qu'elle va réarmer, c'est-à-dire qu'elle dit aux États-Unis, voilà, je vais faire l'effort, donc ne sortez pas de l'OTAN. Restez à nous protéger. En même temps, il faut avoir en tête que la perspective de longue distance des dirigeants allemands, c'est l'alliance avec la Russie, pas l'alliance avec les États-Unis. Et que c'est la raison pour laquelle les Américains sont en Ukraine. Voilà. Mais ce serait trop long d'expliquer cela, mais c'est ça le fond de l'affaire. C'est que les Américains comprennent bien que leur adversaire économique, c'est l'alliance de l'Allemagne et de la Russie, c'est-à-dire de la compétence allemande et des matières premières russes et du territoire russe et de la population allemande et de son degré de C'est formation. clairement le vœu de Schröder qu'il a mis en œuvre et d'Angela Merkel. C'est Et pour la, l'instant, on peut considérer que c'est la vision non dite de tous les dirigeants allemands qui, contrairement aux dirigeants français, ne maudissent pas le Seigneur chaque jour de ne pas être né américain. les Américains ont admirablement agi. Le lien est assez durablement coupé et l'industrie allemande, et avec elle l'industrie européenne, part en quenouille et se reporte d'ailleurs pour une part d'entre elles aux États-Unis directement, où elle est invitée par force, avantage fait au patronat allemand. Alors, les dirigeants allemands qui savent bien que les Américains voient bien que la géographie commande à la politique et que la géographie, c'est l'alliance de l'Allemagne et de la Russie, et avec la France pour faire le soft power. Euh, les Américains comprennent ça et les Allemands le savent. Donc, ils font chaque jour des déclarations plus violentes contre la Russie. Ça n'a aucune importance aux yeux des Américains, aucune. Les Américains continuent leur offensive contre l'automobile allemande, les Américains continuent leur offensive contre l'industrie allemande. Ils ne croient pas un seul instant aux annonces allemandes contre la Russie. D'abord, parce que quand on en vient aux choses sérieuses, quand on en vient à dire il faut envoyer des missiles sur Moscou, comme dit Zelensky, les Allemands ont des missiles qui peuvent permettre aux Ukrainiens de le faire. Et les Allemands disent non, 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 non. Oh là 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 là, non, pourquoi non? Il faut maintenir la guerre de façon à ce que l'Ukraine la gagne sans faire la guerre mondiale. Ce qui est raisonnable d'ailleurs. Mais vous notez que de temps en temps, selon son humeur, Macron donne l'autorisation d'envoyer des missiles français, annonce qu'il va envoyer des troupes au sol, etc. L'Allemagne se maintient toujours sur un discours qui est Poutine est hyper dangereux, Poutine va attaquer d'un jour à l'autre, c'est terrible, Poutine c'est la dictature absolue qui va faire tomber l'Europe sous ses milliers de chars et d'avions, mais il ne faut pas non plus trop... on va voir, on va voir. Globalement, si on écoute les Allemands, Poutine c'est mal, mais la Russie c'est bien.
Oui, ça semble être une ligne de conduite, en même temps un peu difficile à tenir vu la pression vu la pression, américaine. D'ailleurs, leur gouvernement, en souffre également, hein, et puis ils ont à leur sein, des bellicistes, en l'occurrence la ministre des Affaires étrangères, la verte, locale. Vous Hem, savez, les Verts, les Verts, c'est une curiosité partout. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent de maintenir un discours d'extrême gauche ou d'extrême droite, tout ça au nom de la nature qui est tellement impétueuse. Désolé, ça me fait rire, c'est pas faux. Oui, ils ont voulu tout et son contraire, assez régulièrement ces 10 dernières années, c'est assez étonnant. Hem et donc c'est la paralysie, en France. La paralysie dans un contexte où il faudrait qu'il y ait pas de paralysie. C'est ou le renvoi de François Bayrou, qui va sonner le glas de la possibilité pour Emmanuel Macron de se maintenir à la présidence, et donc l'ouverture d'une nouvelle période politique, ou bien, c'est l'immobilité. Il faut avoir en tête que la Constitution n'est pas faite pour assigner à résidence le Parlement et que la limite d'1 an pour la dissolution, ça n'est pas une punition pour le Parlement, c'est une limite pour le président. Que le président démissionne et qu'il soit remplacé, le nouveau président peut dissoudre le jour même, de son intronisation comme président. Il a ensuite cette contrainte d'1 an, mais la contrainte d'1 an pèse sur le président, pas sur le Parlement. De toute façon, Emmanuel Macron l'a dit, si il reste en place, puisqu'il a dit qu'il voulait rester en place jusqu'au dernier jour, contrairement à tout ce qu'il avait annoncé avant, hein, il y a toutes sortes de vidéos où il dit que dans une telle situation, un président doit savoir partir. Donc s'il reste jusqu'au dernier jour, il l'a dit, il ne redissoudra pas, parce qu'il a bien compris que si il redissout, son groupe sera encore plus minoritaire, que les Français diront encore plus fort Macron, c'est non. Oui, mais encore je repose la question, il y a des décisions qui doivent être prises et qui sont contradictoires, que l'on soit d'un côté ou de l'autre du champ politique. Or, il n'y a actuellement aucune force en mesure de prendre ces décisions. Que ce soit sur le budget, heu, sur la politique internationale, sur l'industrie ou pas du pays. Tout ça est en suspens. Elle ne peut pas rester en suspens indéfiniment en fonction des états d'âme des uns et des autres. Alors cela ne se voit pas encore tout à fait pour les Français parce que nous avons une société qui est dominée par un flux médiatique qui a remplacé les partis politiques et que ce flux médiatique est organisé autour de l'insignifiance. Donc on ne nous parle que de choses insignifiantes, on ne nous parle jamais de choses importantes. Vous avez noté que depuis des semaines, les débats télévisés, radio, l'ensemble du discours qui est tenu par le système d'information ou de conditionnement politique, suivant que vous voulez le baptiser d'une façon ou d'une autre, parle de la question du 49.3 et de la motion de censure. Et ça n'intéresse personne. Ça intéresse les députés, ça intéresse ceux qui espèrent être ministres pour 6 mois et 1 jour de façon à avoir la retraite. Mais heu ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, l'industrie, l'emploi, la l'indépendance énergétique, l'indépendance sanitaire, la capacité à résister aussi, c'est-à-dire l'indépendance nationale au sens de nos forces armées et leur capacité. On se rend compte maintenant que elles sont limitées. Notre renvoi de toute l'Afrique qui constituait une zone de stabilité pour la France et qui maintenant constitue un inconnu, une inconnue euh, tout à fait toxique et dangereuse. Donc tout cela, on ne nous en parle pas, mais tout ça, c'est le problème qui est
devant le pays, et pas devant le gouvernement, mais devant le pays. Le gouvernement étant le gouvernement du pays, il doit s'efforcer de faire quelque chose, mais rassurez-vous, s'il survit, c'est qu'il ne fait rien. Ça c'est bien compris, mais encore une fois, pas ne rien faire. À un moment donné, d'autant plus que la Commission européenne le 26 juillet dernier a engagé une procédure contre la France et qu'ils sont plus d'un à vouloir mettre la France d'une manière ou d'une autre sous tutelle et ça rejoint les velléités de ceux qui veulent, fédéraliser l'Union européenne. Profiter de ce marasme politique en France, incapacité à agir dans un contexte de crise pour avancer encore une fois leur pion dans ce domaine. Alors, En disant: l'extrême «Regardez, c'est une brochette d'incapables, de toute façon, on décide déjà de tout ou moitié de tout à Bruxelles, allez, un pas de plus». l'extrême centre est très favorable à ce qu'on arrête tout à fait de consulter les Français, qu'on en finisse avec cette histoire qui nous ennuie, qu'on les consulte sur le mariage pour tous, qu'on les consulte sur le projet de rembourser dès 16 ans le changement de sexe. Ça, ce sont des choses sérieuses sur lesquelles on peut consulter les Français. Mais sur le reste, non. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut que Bruxelles dirige et euh, l'affaire, c'est que en face de cet hypercentre qui voudrait mettre fin à la démocratie en France, vous avez du côté droit le Rassemblement national et du côté gauche la France insoumise, qui l'un et l'autre ont fini par se faire évider la tête par le système médiatique et sont incapables de s'opposer à l'Union européenne, qui, comme Manon Aubry se jette dans les bras de Madame von der Leyen quand elle est réélue présidente de la Commission européenne, ce qui en dit long sur le caractère insoumis de cette formation en réalité. Et Oui, mais elle veut l'autre, changer l'Europe de l'intérieur avec Tsipras. C'est important et bien. oui, enfin de l'intérieur, en étant tellement au plus près, tout contre Madame von der Leyen, ça devient difficile de changer. Et du côté du Rassemblement national, vous avez vu que tous les 3 mois, une prévention présente dans leur programme vis-à-vis de l'Europe est abrogée. Donc, vous avez un hypercentre qui veut mettre la France sous tutelle directe de Bruxelles, et vous avez une opposition dite d'extrême gauche et une opposition dite d'extrême droite qui, toutes deux, disent la tutelle de Bruxelles, c'est mal, mais Bruxelles, c'est bien. Comme disait l'autre dans les années 80, on est dans la merde. Alors, là, vous voyez le manque vraiment de consistance du personnel politique français. Même ce qui est appelé par le système médiatique extrême gauche et extrême droite, donc on pourrait penser que c'est terrible, mais enfin, si vous regardez les propositions de l'extrême droite, elles sont beaucoup plus modérées que ce qu'était la droite classique dans les années 80. Si vous regardez les propositions de l'extrême gauche, elles sont beaucoup plus modérées, extrêmement plus modérées que ce qu'était la gauche classique dans les années 70, même simplement le Parti socialiste de François Mitterrand. C'est clair, donc peut-être les choses vont, sortir, d'ailleurs, et qu'on aura une révolte, populaire. Parce que vous nous disiez la dernière fois que, heu, plus de quasiment 2 tiers des Français veulent un changement. Donc tout Oui, ça peut se euh, transformer s'il n'y a pas de débouché politique, si le cirque continue, au niveau de la politique officielle, si les médias continuent à à nous endormir, bon, beaucoup de Français s'en rendent compte, ça a l'air de marcher de moins en moins et puis on voit de toute façon
quelles que soient les élections en Europe, hein, je parle pas que de la France, mais le peuple a une tendance à voter pas comme il faut, mal, partout, au point où on annule les élections en Roumanie, en Moldavie, il faut un tour de passe-passe de nuitement pour que tout un tas de votes arrivent, pour que les choses aillent dans la bonne direction. Les Géorgiens ont voté de travers, il faut organiser une nouvelle révolution orange. Bref, systématiquement, les peuples ne votent pas comme il faut. Les Allemands, ils sont méchants maintenant, ils votent AfD et ça. On a un peu la même chose chez nous. Donc on doit avoir sûrement une possibilité de soulèvement et qu'il n'y a pas de débouché par ailleurs. Est-ce que Alors, vous avez quelque chose de très intéressant dans les sondages parce qu'on pose 3 fois par semaine, d'instituts différents pour des groupes de médias différents, on pose 3 fois par semaine la question: «Qui voudriez-vous voir au gouvernement?» Et les 2 tiers des personnes interrogées répondent 3 fois par semaine, des personnes de la société civile. Alors, quand on met des personnes de la société civile, en général, ce sont des chefs d'entreprise autoritaires qui se font détester très rapidement et doivent quitter leur poste, leur administration les détestant encore plus que la population, ou bien ce sont des starlettes qui sont tellement éprises d'elles-mêmes qu'on est obligé de les dégager parce que leur ego surdimensionné finit par gêner celui de quelqu'un qui se trouve au-dessus. Et donc, toutes les expériences de mettre au gouvernement des personnes de la société civile se sont soldées par un échec cuisant. Pour autant, 3/4 des Français disent: «On veut de la société civile et pas des partis». Et ce qu'il faut comprendre, c'est que leur propos n'est pas du tout de dire qu'ils veulent des chefs d'entreprise autoritaires ou des starlettes. Ils veulent en finir avec ce qui leur semble être la classe politique actuelle, dont ils voient bien l'incompétence, l'inanité du comportement et le fait qu'elle les emmène directement droit dans le mur. Et donc, ils veulent qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille, hein. Sortez les sortants, c'est vraiment le cri de 3/4 des Français. Alors, à un moment, ils vont pas faire une révolution pour aller chercher des starlets et des chefs d'entreprise. Ils vont, se tourner vers d'autres gens si, à un moment donné, heu, la rue s'exprime. Est-ce que la rue peut s'exprimer en France? En général, dans tous les pays, la rue finit par s'exprimer lorsqu'elle voit une possibilité de sortir de l'enfermement dans lequel, la société se trouve. Quand il n'y a pas, de possibilité en vue, c'est-à-dire quand le programme de l'extrême droite, est un lait tiède et le programme de l'extrême gauche un vin tiède, l'extrême centre proposant de ne plus rien faire, on voit mal comment la société descendrait dans la rue autrement que comme les gilets jaunes, c'est-à-dire se tournant vers le souverain en disant: «Jouez votre rôle». Mais il a répondu que la seule capacité qu'il gardait encore, c'était celle, d'arracher des yeux, des mains et de limiter la liberté de ceux qui descendraient dans les rues. Donc on voit bien que progressivement, depuis son élection, Emmanuel Macron colmate une par une toutes les fenêtres qui permettraient un peu d'air dans la démocratie française. Donc, on va être bientôt dans une période extraordinairement sombre dont on ne sait pas ce qu'elle peut produire. alors je m'excuse, j'ai eu quelques coupures, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais j'ai entendu la fin, donc on est dans une période extraordinairement sombre. Hem, alors on va avoir la les fêtes, hein, la dinde au marron pour certains, peut-être pas pour tout le monde, hem, vu la pauvreté qui s'étend, qui gagne le pays.
si j'ai bien compris, l'année dernière, 14 millions de Français n'ont pas réussi à se chauffer. Donc, et ça va s'accroître cette année. Donc, on rentre dans une période euh, d'autant plus que les pays BRICS et le Sud global, comme on dit, n'ont plus envie de se laisser ponctionner comme c'était le cas jusqu'à maintenant et sont prêts à engager des guerres commerciales, voire des guerres sur sur les devises, avec des attaques sur la dominance du dollar et la domination du dollar et un peu de l'euro. Cette semaine, Donald Trump qui a réagi en disant qu'il allait taxer à 100%. Et hier, le ministre de l'économie chinois qui a dit que ce serait une mauvaise idée, perdant-perdant pour le commercial. Donc visiblement, on est en train d'emboîter le pas des États-Unis aussi sur cette nouvelle ineptie. Mais peut-être tout cela est-il un bien pour un mal. Parfois, il faut une période sombre pour que s'effondrent les organes quasi dictatoriaux comme l'est la Commission européenne. Si vous me permettez une question, quel est le point sur lequel nous n'avons pas emboîté le pas des États-Unis ces dernières années? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y en a peut-être un, vous allez me l'indiquer. Je cherche. Il n'y a pas un seul point. Il n'y a pas un seul point dans la rue, sur lequel la France d'Emmanuel Macron ne soit pas le petit doigt sur la couture du pantalon des États-Unis. Pas forcément de ce que dit le président, notamment Trump, mais des intérêts des États-Unis tels que les exprime le complexe militaro-industriel, par exemple, et ce qu'on appelle couramment l'État profond, c'est-à-dire la continuité stratégique des États-Unis d'Amérique. Ce qui ne veut pas dire que ça ne heurte pas l'État profond français, parce qu'il existe aussi en France un État profond, c'est-à-dire une continuité administrative, politique, qui est plutôt pour la République et qui, à un moment, va finir par manifester son désaccord avec cet abandon total du pays. La haute administration, on n'en parle jamais, mais elle ne vit pas les moments actuels comme excellents, ou elle ne vit pas la situation comme souhaitable. Alors, elle a une plus grande liberté puisqu'il n'y a pas de gouvernement, mais ça ne lui suffit pas. À un moment, elle peut manifester son désaccord. Alors, dans la haute administration, vous avez des gens qui ont des ordinateurs et des claviers, vous avez des gens qui ont des armes et des vecteurs nucléaires. Je me permets parce que Georges a quelques soucis de connexion. Alors, c'est là. Moi, j'avais une question pour vous, Gilles. C'est justement, on avait introduit cette matinale sur la question de ce qui se passait à Mayotte et cette France à plusieurs vitesses. Le fait que justement, même dans le traitement, c'est-à-dire que Monsieur Retailleau et d'autres ont préféré aller voir le pape que d'accourir au chevet de Mayotte. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation justement, et est-ce que ça en dit beaucoup justement sur la considération qu'on a pour la France qui n'est pas, on va dire, dans l'Hexagone? Alors, vous avez à Mayotte une situation quand même très particulière, qui est une île où la majorité de la population vit dans des conditions épouvantables, et les phénomènes météorologiques des derniers jours ont transformé cela en un enfer. Il y aura peut-être des milliers de morts à Mayotte, parce que les conditions matérielles de la vie là-bas ne ressemblent pas à ce qu'elles sont de manière majoritaire en France.
Euh, Mayotte est un département français, c'est le tout dernier département français en termes historiques, puisque on a organisé un référendum pour savoir s'ils voulaient être département français. Ils ont dit qu'ils voulaient être département français, mais on n'a pas au préalable vérifié qu'ils pouvaient être mis au standard de la République française. Et donc, Mayotte est juridiquement un département français, mais du point de vue de la réalité, de la façon dont la société fonctionne, la société n'arrive pas à assurer aux populations la protection que la République française assure à ses populations dans le reste du territoire, y compris les départements d'outre-mer. Donc Mayotte, c'est une situation particulière, une situation extrême, et qu'on n'arrive pas à redresser pour deux raisons, pour les raisons de faiblesse générale que j'ai évoquées jusqu'ici, et aussi pour des raisons d'une immigration absolument massive qui occupe l'île et qui fait que cette immigration de gens extraordinairement pauvres renforce la pauvreté sur cette île et donc éloigne encore plus l'île des standards moyens de la République française. Donc c'est une situation terrible, mais qui peut pas être résolu en un coup de Falcon 900 ou de Falcon X avec le président ou le Premier ministre. Ce serait du spectacle, ça ne servirait pas à grand-chose. Non seulement ça ne servirait pas à grand-chose, mais en plus, ça entraverait le travail des sauveteurs. Il faut savoir que quand vous avez une personnalité qui se rend sur un lieu, il n'y a plus de vie pendant plusieurs heures. La sécurisation de l'aéroport, la sécurisation du parcours, etc. Or, là-bas, ce dont ils ont besoin, c'est pas de faire du spectacle avec un Falcon qui apporte un ministre de l'Intérieur. Ils ont besoin que les avions qui arrivent apportent des vrais secours. C'est ce qui se passe d'ailleurs, et on fait venir les secours et les avions avec intelligence depuis l'île de la Réunion, qui est proche, et pas depuis la métropole qui est fort lointaine. Mais l'île de la Réunion, par exemple, c'est intéressant d'observer que c'est le département où on distribue le plus de RSA et c'est le département où, avant son abrogation, on payait le plus l'impôt sur la fortune. Donc vous voyez comment, dès qu'on sort des standards de la France continentale, qui est encore préservée, on avance vers des sociétés extraordinairement injustes et inégalitaires. Oui, non, tout à fait. Alors, j'excuse Georges, hein, qui se dépêtre avec, sa connexion et son ordinateur, mais alors je vais être un peu caustique. Alors il s'agit pas du tout de vouloir, l'indépendance, des DOM, des TOM et cetera, mais est-ce que nous, métropole, on a encore les moyens d'avoir, ces zones-là? Parce qu'on se donne pas les moyens de les maintenir, comme vous l'avez dit, dans un niveau de développement, dans un standard égal au nôtre. Il semble pas y avoir de réelle volonté politique et en même temps, on accumule des problèmes sans fin. Est-ce on n'a pas les yeux plus gros que le ventre, si on peut dire ça comme ça, avec, en ayant tout ce patrimoine sans être capable de le maintenir, ou c'est juste une absence de volonté politique ou de vision politique? C'est un problème de politique, mais c'est aussi un problème de politique sur place. Vous avez des politiques qui se sont battus avec fermeté pour l'indépendance et qui ont voulu l'indépendance et qui ont été portés à la direction de ces départements d'outre-mer pour l'indépendance. Nous avons une indépendantiste que nous connaissons bien, Madame Christiane Taubira.
Vous avez noté que ce n'est finalement pas sa conclusion, car quand ils ont vu, ces indépendantistes, comment le Guyana, qui était abandonné par la puissance coloniale précédente, s'est transformé en un enfer, ils ont compris qu'il fallait s'accrocher, s'arrimer à la République française pour ne pas plonger là-dedans. Vous avez vu l'île de Sainte-Lucie qui a inspiré les Guadeloupéens et les Martiniquais. Là encore, le suffrage universel a donné le pouvoir aux indépendantistes en Guadeloupe et en Martinique. Et quelle a été leur conclusion? La métropole doit assumer toutes ses responsabilités. Parce qu'ils ont vu l'île de Sainte-Lucie abandonnée par le colonisateur qui l'avait gardée dans son territoire très longtemps, et l'île de Sainte-Lucie a été laissée à elle-même au moment, quelque temps avant que les indépendantistes n'arrivent aux affaires dans les Antilles françaises. Et cette île de Sainte-Lucie, elle a rejoint en quelques mois le hit parade des 10 pays les plus pauvres du monde. Donc, il faut comprendre que même si la France n'arrive pas à maintenir dans ces pays une qualité de vie et un niveau d'égalité comparable à ce qu'il est sur le continent européen, dans la France métropolitaine et continentale, elle arrive tout de même à faire que ces pays ne sombrent pas dans le chaos dans lequel a sombré Sainte-Lucie, le Guyana ou d'autres pays après le départ du colonisateur. Donc, nous n'arrivons pas à les mettre à notre niveau, mais nous les protégeons de la chute dans une situation terrible. Alors, c'est très complexe parce que les indépendantistes ne veulent pas l'indépendance, mais ils veulent que la métropole paye. Et la métropole, jadis très riche, est maintenant beaucoup moins riche et elle peut beaucoup moins payer. Donc on voit là que nous avons une difficulté dans les départements français d'Amérique notamment, mais aussi à La Réunion. Eh bien, merci, Gilles. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolé, j'ai dû me déconnecter puisque tout, tout, tout s'est effondré, ne marchait plus. La connexion. Et donc, on n'a pas pu non plus beaucoup trop suivre les propos dans le chat. Si j'en ai vu un qui est passé, et je vous assure, non pas Gilles, pardon, Jean-Pierre Leroux, je suis très très bricoleur. J'ai même travaillé bricolage au BHV, vous imaginez, dans ma jeunesse, en faisant Sciences Po. Je n'avais pas beaucoup à Sciences Po, je faisais du bricolage, je vendais des petites vis. J'expliquais aux gens comment on fait fonctionner une perceuse. Bon, bref. Merci pour tous ces commentaires, Merci Gilles. à vous. Puisqu'on se connaît, je peux te tutoyer. On va te rendre la liberté. Merci pour toutes ces analyses. Et donc, on retiendra que nous sommes devant face à une période difficile et qu'on n'a pas exactement la classe politique la mieux charpentée pour y faire face. Donc,